amené en quelque sorte à chercher fortune ailleurs. Cette évolution accompagne d'autres bouleversements, notamment du côté des esprits, qui peu à peu s'ouvrent au monde au sein d'une société qui est en pleine mutation. En premier lieu, le Perche est un petit comté situé à l'ouest de Paris, que vous pouvez situer entre Paris et les châteaux de la Loire, avec trois villes qui revendiquent le titre de capitale, à savoir Mortagne-au-Perche, Bellême, Nogent-le-Rotrou. Le Perche est traversé par deux routes historiquement importantes. Au nord, depuis Paris, la route royale de Bretagne. Au sud, celle de Paris au Mans et à Nantes. Ces voies très fréquentées sont celles où circulent à la fois les diligences, bien sûr, les malpostes, les voyageurs, et je dirais aussi les récits et les idées. Et l'un des récits qui circulent au XVIIe siècle, c'est qu'au-delà de l'horizon, existent d'autres espaces, notamment au-delà de l'Atlantique. Les écrits de Champlain, la relation des jésuites circulent dans les milieux lettrés. Ils sont également lus dans les auberges. Et à cet aspect s'ajoute une autre considération d'importance. Le Perche est aussi une région très forestière où les charpentiers de marine viennent chercher le bois nécessaire à la construction de leurs vaisseaux. Nul doute qu'ils évoquent avec fierté ces grands navires qu'ils construisent et qui sont capables, grâce aux chaînes de chez nous, d'affronter les océans. C'est ce que l'on appelle, même si nous sommes loin de la mer, l'appel du large. Dans ce contexte, les jeunes gens sont prêts à s'exiler dans l'espoir d'une vie meilleure. Il ne manquait plus dans ce même contexte qu'un initiateur, un chef de file, quelqu'un qui, en quelque sorte, allumerait la mèche, en l'occurrence un étonnant médecin voyageur nommé Robert Giffard. Et c'est dans le Perche, dans la paroisse d'Auteuil, près de Tourouvre, qu'il naît vers 1587. Nous savons qu'il a fait des études d'apothicaire, peut-être à Paris. Nous savons aussi qu'il est d'un âge voisin de celui de Louis Hébert, le premier colon de Québec, aussi apothicaire. Restons-en, faute de documents, aux suppositions d'amitié, mais la coïncidence mérite d'être soulignée. En 1621 ou 1622, Robert Giffard, jeune professionnel de la santé, selon les recettes médicinales de l'époque, décide de baisser le rideau de sa boutique à Tourouvre, dans le Perche. Il s'embarque à bord d'un navire de la marine royale et débarque 2 ou 3 mois plus tard à Québec. Il est aussitôt fasciné par le pays. Il reste sur place, selon ses déclarations à l'amirauté de France, pendant 5 à 6 ans. Se fait même construire une cabane à la Canardière. Il rencontre bien sûr Louis Hébert, arrivé en 1617, et bien sûr Samuel de Champlain, dont il partage le grand rêve d'installer une population au bord du Saint-Laurent. Parallèlement, bien sûr, au phénomène qui s'engage au même moment sur la côte est des États-Unis, des futurs États-Unis. En 1626-1627, Robert Giffard est de retour en France dans le contexte de la création de la Compagnie des Saints Associés. Preuve de sa volonté de contribuer à l'œuvre colonisatrice, il s'engage l'année suivante dans l'exposition Roquemont avec des colons d'origine normande. Elle est hélas interceptée dans le Saint-Laurent par les frères Kirk à la solde de l'Angleterre. Ce désastre ruine quasiment, nous le savons, la Compagnie des Saints Associés. Robert Giffard doit rentrer en France. Il s'installe comme médecin à Mortagne, où il épouse Marie Renoir, dont il a 2 enfants. En fait, nous comprenons qu'il attend des jours meilleurs, qu'il ne cesse de promouvoir autour de lui cette nouvelle France où s'étendent d'immenses terres à défricher, dont il fait sans aucun doute la promotion en visitant ses malades ou dans les salles d'auberge, ou les soirs d'hiver au coin du feu. Lorsque survient l'annonce du traité de Saint-Germain-en-Laye, donc en 1632, il a donc préparé le terrain. Il se remet aussitôt à l'ouvrage et se voit octroyer la seigneurie de Beauport, à condition, bien sûr, d'y aller. C'est pas simple. De la mettre en valeur, ça n'est pas simple non plus. Il lui faut maintenant passer à l'action
Et le premier défi consiste bien sûr à engager des colons. Robert Giffard n'a pas laissé de mémoire, mais ce dont nous sommes certains, c'est de sa capacité à convaincre des gens attachés à leur terre, à leur clocher, à leur contrée, qui n'ont que très peu voyagé, qui pour la plupart n'ont jamais vu la mer. Robert Giffard, pour décider ses concitoyens percherons, va avoir une idée de génie, une sorte de satisfait ou remboursé. J'ai déjà employé la formule qui a fait beaucoup rire dans diverses conférences. Il leur garantit des terres ou, le cas échéant, le retour à la maison. Il engage non des exclus, mais les meilleurs bâtisseurs qu'il connaît dans son entourage mortagné ou tourouvrain. Certains partent seuls, voire avec leur fils aîné. D'autres manifestent l'intention, comme Marin Boucher ou Henri Pinguet, de partir en famille, avec femme et enfants, tous avec leurs bras et leur savoir-faire. C'est d'abord la force de persuasion de Robert Giffard qui décide les percherons à partir et, disons-le, à prendre un passeport pour l'inconnu. En 1634, donc, il convainc à le suivre le maître maçon Jean Guyon, le maître charpentier, l'ancêtre de Céline Dion, si vous voulez des références, Zacharie Cloutier, aussi à l'origine d'une grande descendance dans le Nouveau Monde, et leur fils aîné, le tuilier Robert Drouin, et d'autres comme Noël Langlois ou François Bélanger, ouvriers maçons. Les noms d'une vingtaine de participants au premier voyage avec Robert Giffard nous sont connus. Lui-même part avec femme et enfants en très bas âge, et sa femme attend même un troisième enfant. Que promet-il à ses futurs censitaires? D'abord de devenir propriétaires terriens, avec une surface qui va, au vu de leurs maigres lopins percherons, les faire pâlir à en effacer les dernières réticences. Mais le génie de Robert Giffard ne s'arrête pas au fait d'en motiver quelques-uns. Il assure aussi ses arrières. Il croit à son affaire, si je puis dire. Il y croit tellement qu'avec l'appui de ses cousins, les frères Jean et Noël Juchereau, il organise la suite des opérations. Un troisième cousin, Pierre Juchereau, sieur des Châtelets, reste lui dans le Perche et continue à recruter et à faire signer devant notaire des contrats d'engagement. Ainsi va-t-on voir jusqu'en 1671 de nouveaux percherons rejoindre ceux qui sont déjà arrivés. Outre la capacité de Robert Giffard à convaincre, je vois pour ma part 3 explications à la réussite de cette opération hors du commun. D'abord, dans un premier temps, il faut faire appel à des individus qualifiés pour bâtir. L'affaire est importante. Les émigrants partent au printemps, voyagent 2 mois minimum. Il leur reste 4 mois tout au plus pour construire avant l'hiver des maisons afin d'accueillir des familles entières. En second lieu, le recrutement, comme nous venons de le voir, s'inscrit dans la durée, avec au moins 2 voyages retour de recrutement en France pour Noël Juchereau et autant pour Robert Giffard, revenu en personne, afin de convaincre de nouveaux ouvriers à rejoindre ses moissons. Chacun des séjours des recruteurs est d'ailleurs marqué par des pics, comme en 1647, où arrivent 38 jeunes gens de la région de Tourouvre, 27 hommes, 11 femmes. C'est ce qu'on appelle la grande recrue percheronne, antérieure de 6 ans à la grande recrue montréalaise de 1653. Des noms issus de la recrue de 1647 feront souche, comme celui de Pierre Tremblay, bien entendu, dont on ne compte plus que les descendants, ou de Louis Guimond, l'un des premiers miraculés de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui va pourtant rejoindre en 1661 la longue liste des martyrs victimes des Iroquois. Alors, dans la période de 1650-1652, ce sont encore 39 jeunes gens qui partent pour 3 ans, soit 28 hommes, 11 femmes. Parmi eux, Claude Bouchard et Julien Fortin, originaires de Saint-Côme-en-Véret. Autre pic en 1662, consécutivement au voyage de Pierre Boucher en France. Je vous reparlerai tout à l'heure de Pierre Boucher. Il ramène avec lui 15 immigrants de la région de Mortagne, comme Robert Boulet ou Charles Turgeon. Entre ces pics, les arrivées sont modestes, mais régulières, pour en arriver en 1669
année de débarquement à l'année de 1669, où débarquent à Québec les 7 membres de la famille Le Tartre-Goulet. Ajoutons pour conclure cette phase quelques filles du roi d'origine percheronne, comme Madeleine Dumortier de Chemilly, qui épouse à son arrivée en 1667 Timothée Roussel, ils auront 7 enfants, comme Marie Ariot d'Anvers, qui épouse René Vendée en 1671, ils auront 9 enfants, ou comme surtout cette belle figure de Barbe Boyer de Saint-Maurice-sur-Huisne, qui par ses 2 mariages et ses 15 enfants, conclut en beauté le phénomène de l'émigration percheronne organisée. L'explication à la réussite des percherons, c'est d'abord, ainsi qu'on peut le constater au premier regard, leur ténacité. Et je tiens à le souligner, une cohésion de groupe. Tous se connaissent, ont des liens familiaux, sont issus des mêmes villages, s'entraident et surtout, ils sont portés par une même conviction religieuse inébranlable qui les rend aptes à affronter tous les dangers, y compris la mort, et on le voit souvent à travers les récits. Voilà comment une poignée d'hommes et de femmes vont fusionner avec les émigrants venus des autres provinces de France, fonder des familles, générer une population qui va devenir un peuple. En un mot, des émigrants qui vont s'enraciner. Voilà bien la première grande chose, si je reprends la formule de Gérard Pelletier, qu'ont réussi ces petites gens. Mais il ne s'agit là que d'un aspect. L'aventure va se poursuivre avec des contributions tout aussi décisives par la suite et au fil des générations. Dans cette nouvelle France, au paysage si nouveau, les percherons et leurs descendants ont beaucoup appris. D'abord, ils ont pris la mesure des grands espaces. Eux qui viennent d'un petit comté, au village, aux champs, aux prairies si modestes en superficie. Et puis, ils se sont coltinés au milieu forestier avec sans doute moins de difficultés que les autres, parce qu'ils sont originaires d'une région où la forêt est omniprésente. Le bois, le sous-bois, est aussi dans leur gène. Ils vont aussi apprendre à connaître les premiers habitants de ces grands espaces. Ils nouent des amitiés, des liens avec les Premières Nations dont ils vont se faire les alliés. En premier lieu, afin de survivre, parce qu'il n'est pas si évident que ça, pour des Occidentaux, d'évoluer au cœur d'une nature sauvage, en particulier au fil de ces longs mois de l'hiver, cette saison interminable, ce pays à lui tout seul, si je reprends la célèbre formule de Gilles Vigneault. L'autre grande chose, ce sera bien sûr un labeur quotidien harassant, à défricher, construire, développer les concessions attribuées, ces rangs qui convergent vers le fleuve Saint-Laurent. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout revendiquer. Les immigrants arrivés des autres provinces de France vont apporter le nombre et les bras indispensables, mais avec une particularité pour les percherons, c'est d'avoir été les premiers à s'installer entre Québec et Beauport, avec cette conséquence étonnante, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la démographie, puisqu'on observe aujourd'hui que les principaux patronymes d'origine française au Québec, comme Tremblay, Gagnon, Bouchard, je ne peux pas les citer tous, bien entendu, sont des exemples parmi d'autres, sont d'origine percheronne, et ceci pour une très simple raison. Les immigrants du XVIIe siècle, partis des régions de Tourouvre, Mortagne, Igé, Saint-Côme-en-Véret et paroisses alentours, étaient aux 2/3 des hommes célibataires. Une majorité d'entre eux, désireux de s'ancrer en Nouvelle-France, a épousé des jeunes filles arrivées d'autres provinces. Et ce faisant, selon l'usage, les maris ont imposé leur nom de famille, lesquels, à raison de 10 ou 15 enfants par couple, vont au moins la moitié, avec au moins donc la moitié de garçons, se sont imposés au fil des générations. Ainsi, en arrivons-nous à la situation d'aujourd'hui, reconnue par les services statistiques démographiques du Québec, ce sont des non-percherons qui sont donc en tête des patronymes d'origine française.
À ces grandes choses, bien sûr, réalisées collectivement, vont s'ajouter au fil des générations des itinéraires personnels remarquables, impliqués et à jamais inscrits dans l'immensité nord-américaine. Je cite ici, par exemple, Louis Juchereau de Saint-Denis, né en 1676, décédé en 1744, petit-fils de Robert Giffard, qui s'établit en Louisiane et fonde la ville de Natchitoches. Ou encore, au XIXe siècle, Alexis Hippolyte Beaubien, donc lui qui est un personnage du XIXe siècle, qui est issu des trottiers d'Igé, qui se taille un immense domaine autour de la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Autre exemple parmi bien d'autres, l'incroyable épopée à la frontière donc, entre le XIXe siècle et le XXe siècle, de Nolasque et Émilie Fortin-Tremblay, acteurs de la ruée vers l'or ou Yukon. Comment aussi ne pas oublier les figures religieuses, avec par exemple, contemporaine de l'émigration, Madeleine de la Pelletrie, née certes à Alençon en 1603, devenue percheronne par son mariage. Elle n'a jamais pris le voile, mais devenue veuve, elle s'embarque en 1639 avec les Ursulines et demeurera toute sa vie leur soutien indéfectible, avec participation au passage à un fait historique. Éprise d'aventure, Madeleine de la Pelletrie part de Québec avec les Montréalistes et assiste le 17 mai 1642 à la première messe fondatrice de la ville de Montréal. Le Perche est moins concerné par l'Acadie, dont j'ai beaucoup entendu parler dans les précédentes conférences, et je m'en réjouis et j'espère bien pouvoir y aller un jour. Mais il est un nom qui pourtant est directement impliqué, et il est moins connu. Je veux parler de Françoise Marie Jacquelin, née en 1621 et décédée en 1645. Elle est originaire de Nogent-le-Rotrou. Elle est l'épouse du gouverneur Charles de Saint-Étienne de la Tour. Son destin est tragique. Elle défend le fort que commande son époux sur la rivière Saint-Jean. En l'absence de ce dernier, la place est attaquée par Menou d'Aulnay, un autre personnage dont on a beaucoup entendu parler, son concurrent aux fonctions de gouverneur. Françoise-Marie Jacquelin, il laisse la vie à 29 ans et devient un exemple de valeur militaire, ceci dans le cadre d'une guerre franco-française qui ne fait pas très honneur donc, à notre pays. Revenons-en donc aussi aux figures religieuses du Québec, avec François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec, 1623-1708, natif de Montigny-sur-Avre, près de Verneuil, en limite du Perche et des terres dites françaises, le long de la frontière avec la Normandie. Personnage moins connu et plus tardif, dont je voudrais absolument perpétuer le nom, je veux parler d'Augustin de Glapion, né en 1719 et mort en 1792, natif de mon petit village du Pin-la-Garenne, qui fut le dernier supérieur des Jésuites, à la transition donc entre régime français et britannique. Et puis citons encore Gilles Hoccart, 1695-1785, lui aussi natif de Mortagne, considéré comme l'intendant le plus intègre qu'ait jamais connu la Nouvelle-France, de 1729 à 1749. On lui doit d'avoir organisé l'économie, d'avoir tenté de la diversifier, d'avoir poursuivi activement l'aménagement d'un premier réseau routier, notamment à partir du fameux chemin du roi. C'est lui qui écrira à propos des Canadiens qu'ils sont, je cite, je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette citation, ils sont communément assez souples lorsqu'on les pique d'honneur et qu'on les gouverne avec justice, mais ils sont naturellement indociles. J'évoquerai aussi, parmi les descendants des Percherons, avoir fait de grandes choses, par exemple Honoré Mercier, 1840-1894, Premier ministre de la province de Québec, qui revint à Tourouvre en 1891 sur la terre de son ancêtre, Julien Mercier, également arrivé à Québec comme bûcheron dans le cadre de la grande recrue percheronne de 1647. L'abbé Gosselin, membre de la délégation de 1891, décrit la joie des retrouvailles à Tourouvre. Monsieur Mercier était là, comme un enfant de famille qui revient visiter le pays de ses aïeux après une longue absence, l'humble village
où ont vécu ses ancêtres, l'église où ils ont été baptisés, le sol qu'ils ont remué et d'où ils ont tiré leur subsistance, le cimetière où reposent leurs ossements bénis. Il était visiblement ému et tout le monde partageait son émotion. Alors, la liste pourrait bien sûr s'allonger. Je choisis volontairement de l'abréger en vous renvoyant à la littérature historique existante. Il est toutefois un nom que je dois à cet instant de mon propos mettre en avant, car il est le symbole absolu de ces petites gens qui ont fait tant de grandes choses, et je veux parler bien sûr de Pierre Boucher. Alors, merci à Charlotte de me mettre la première diapo. Pierre Boucher donc, est né à Mortagne en 1622 et il est décédé à Boucherville en 1717. Il est plus qu'un pionnier de cette Nouvelle-France. Il est aussi l'une de ces âmes fortes, parfait portrait d'une ascension sociale fondée sur le courage, la fidélité et la conviction absolue que ce pays de Canada, comme on l'appelait au XVIIe siècle, peut devenir un grand pays. Pierre Boucher est né à Mortagne, donc il a été baptisé le 1er août 1622. Il est le fils de Gaspard Boucher et de Nicole Lemaire. Son père est menuisier en la paroisse Notre-Dame. La famille, qui ne doit pas être confondue avec celle de Marin Boucher, parti en 1634, embarque pour la Nouvelle-France, elle, en 1635, avec le deuxième groupe d'émigrants. Pierre a alors 13 ans. Il est remarqué à son arrivée à Québec par les Jésuites. Ceux-ci convainquent son père de laisser leur fils les accompagner en mission d'évangélisation à Sainte-Marie-des-Hurons, aux confins de la baie Géorgienne. Le jeune homme va dès lors acquérir un savoir essentiel, celui des langues parlées par ses premiers habitants du pays, avec lequel il apprend patiemment, très patiemment, à tisser des liens et surtout à négocier. D'abord militaire, attaché comme interprète au gouverneur Huot de Montmagny, il est nommé en 1646 responsable du poste de traite de Trois-Rivières, cité naissante qu'il défend avec énergie contre les attaques iroquoises. C'est là qu'il épouse en 1649 Marie-Madeleine Chrétienne, une Huronne élevée par les Ursulines, qui signe d'ailleurs son nom, preuve de la parfaite éducation qu'elle a reçue. Hélas, cette première épouse décède quelques mois plus tard en mettant au monde un fils prénommé Jacques qui meurt à son tour. La disparition de sa jeune femme et de son premier enfant n'abat pas Pierre Boucher pour autant. Il affronte avec une rare énergie la terrible menace qui pèse de plus en plus sur la colonie, celle des Iroquois soutenus par les Anglais. Massacres, tortures et enlèvements se multiplient. Pierre Boucher trouve pourtant le temps de se remarier. Il épouse en 1651 Jeanne Crevier. Leur premier fils, Pierre, naît le 18 août 1653, 2 jours avant que les Aïniers n'attaquent Trois-Rivières. 46 adultes, avec sans doute l'aide d'Abénaquis, défendent le fort. La bataille est féroce et le miracle va se produire. Là d'essuyer des pertes, les agresseurs demandent la paix et se retirent en libérant des prisonniers. Le poste relais entre Montréal et Québec est sauvé et sans doute aussi la Nouvelle-France, momentanément du moins. Alors, ce fait d'armes vaut à Pierre Boucher les premiers honneurs. Il est nommé gouverneur de Trois-Rivières. Puis il est envoyé en 1660 auprès de Louis XIV et de Colbert. Le fils du menuisier mortagnier est entendu. De cette ambassade résulte la décision royale d'envoyer le régiment de Carignan-Saint-Hilaire. La Nouvelle-France en difficulté reçoit en 1665 un renfort militaire inespéré. Cette intervention du roi et de son principal ministre a aussi une autre conséquence.
on voit aussi derrière se profiler évidemment l'influence de l'intendant Jean Talon. Mais Pierre Boucher a été celui qui a fait la démarche. Pendant 10 ans, à partir de 1663, débarquent à Québec les célèbres filles du roi dont je vous ai parlé précédemment. Elles vont jouer un rôle extrêmement important, notamment sur le plan de la démographie, bien entendu. Alors, de retour avec de nouveaux colons en 1662, donc Pierre Boucher est anobli. Il développe sa concession du Cap de la Madeleine avant d'éprouver le besoin de passer à autre chose. Il est déjà père de 8 enfants. Il commence par écrire un livre destiné à la promotion de la colonie. Quelle démarche moderne! Son livre s'intitule « Histoire véritable et naturelle des mœurs et de production du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada ». Le livre paraît en France donc en 1664. Il est le premier ouvrage de promotion destiné à vanter les mémoires d'un pays qui n'attend que des bras, du courage, bref, qui invite à la découverte, à l'aventure et au dépassement de soi. C'est aussi à ce moment, peut-être au fil de l'écriture, que Pierre Boucher éprouve le besoin d'infléchir sa vie et de fonder une nouvelle seigneurie en 1667 au sud de Montréal. Il la nomme Boucherville. Avec sa famille et ses censitaires, il passe la seconde partie de sa vie à coloniser et à poursuivre la lutte contre les Iroquois. Pierre Boucher, devenu boucher de Boucherville, meurt en 1717 à 95 ans, en laissant aux siens un testament qui restera célèbre. « Je donne mon âme à Dieu et mon corps à la terre », écrit-il dès les premières lignes. Cette terre, c'est bien sûr celle qui se trouve sous l'église de la Sainte Famille à Boucherville, celle de ce pays de Canada, le futur Québec, à laquelle il a donné toute sa vie. La descendance de Pierre Boucher et de Jeanne Crevier, ne l'oublions pas, présente dans l'histoire du Canada, de l'Amérique du Nord, ainsi que dans l'île Maurice, fait honneur au Perche. De Pierre Boucher sont issues les branches Boucher de Boucherville, de Grand-Pré, de Grosbois, de Montbrun, de La Perrière et de Niverville, qui s'illustreront dans l'histoire du Nouveau Monde. Pierre Boucher est aussi, rappelons-le, le grand-père maternel par sa fille de La Vérendrye, le célèbre explorateur. Un de ses descendants, sans doute les plus illustres, sera Charles Boucher de Boucherville, donc né en 1822 et décédé en 1915, homme politique majeur, 2 fois Premier ministre du Québec au début de la Confédération, et d'ailleurs opposant politique, c'est assez intéressant à suivre, avec Honoré Mercier. D'autres descendants de Pierre Boucher vont s'engager aux côtés des indépendantistes américains, par exemple, tel Timothée Boucher de Montbrun, premier habitant de Nashville, dont on peut encore aujourd'hui visiter la maison. Certains vont rester fidèles à la France en prenant le large au moment du traité de Paris de 1763 qui met fin à la Nouvelle-France et marque le début de la présence britannique. Ainsi naît, par exemple, Louis-René de Boucherville qui, lui, s'en va fonder une branche familiale à l'île Maurice. Alors commence aussi, bien sûr, le temps de la rupture et de la part de la France, disons-le, le temps de l'oubli. Plusieurs raisons à cela. L'indépendance américaine, bien sûr, la révolution qui s'abat sur le vieux pays avec en toile de fond les tensions incessantes avec le royaume britannique, jusqu'à ce que l'entente cordiale, à partir de 1830, ne vienne bousculer l'ordre géopolitique. Renaît alors la mémoire. Côté québécois, par l'abbé Ferland, par un autre historien que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Sulte, qui lui donc, est né en 1841 et décédé en 1923. Et du côté français, François-Held Rameau de Saint-Père, le comte de Charancé et Léon de la Sicotière
vont redécouvrir, en prenant des contacts d'ailleurs avec l'abbé Ferland, vont redécouvrir donc le rôle essentiel des percherons qui était devenu totalement ignoré et oublié dans le Perche. Et évidemment, le rôle des percherons et de Pierre Boucher. Et j'ajouterai au nom de ces chercheurs soucieux de vérité, celui qui nous est très cher, celui de Françoise Montagne, née en 1912 et décédée en 1993, paléographe, qui contribua tant, avec son époux, à exhumer de nombreux actes paroissiaux et notariés, aujourd'hui si indispensables à nos recherches. Mais revenons à l'aube du XXe siècle. Acteur mal connu de ces retrouvailles, Anatole de Boucherville, né en 1848 et décédé en 1924, est issu de la branche familiale installée à l'île Maurice et revenu s'implanter en France. Et il est présent à Québec en 1922 à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Pierre Boucher, son ancêtre, célébré dans le parc de la Broquerie à Boucherville et lors de l'inauguration de la statue réalisée par le sculpteur Alfred Laliberté devant la façade du Parlement de Québec. J'ajouterai même que cette même année, on a inauguré aussi la statue donc de la Vérandrie, également en façade du Parlement de Québec, donc le petit-fils de Pierre Boucher. Anatole de Boucherville découvre alors, avec stupéfaction, qu'à ces festivités, il y a une oubliée, c'est la ville natale de Pierre Boucher. Il revient en France et se précipite à Mortagne. Ainsi, en 1923, grâce à lui, la ville retrouve la mémoire. Elle honore aussitôt Pierre Boucher en lui donnant un nom de rue et en 1927 se rachète de son trou de mémoire en réalisant par l'intermédiaire de la Société percheronne d'histoire et d'archéologie un superbe vitrail en l'église Notre-Dame de Mortagne. En 1967, on scelle le jumelage entre Mortagne et Boucherville, une aventure qui se poursuit aujourd'hui. En 2017, année du tricentenaire de la mort de l'auteur de tant de grandes choses, une acquisition numérique de l'œuvre d'Alfred Laliberté permet à la ville de Boucherville d'ériger une copie désormais visible devant l'hôtel de ville. Vous l'avez là sous les yeux. Je suis en présent, nous sommes en 2017. Je pose en présent avec, je suis à gauche, et au milieu, on reconnaît notre ami Charles Desmarteaux de Boucherville et notre ami Claude Boitard, qui est un peu l'aumônier de notre association Perche Canada, quelqu'un qui est très, très, très présent avec nous. Et on ne s'arrête pas là. Le fichier informatique récemment transmis à la ville de Mortagne par l'Assemblée nationale du Québec par l'entremise de son ancien président Jacques Chagnon permettra en 2022, année du 4e centenaire de la naissance de Pierre Boucher, d'ériger une autre reproduction dans le jardin de l'hôtel de ville de Mortagne cette fois. Ainsi, les villes de Québec, Boucherville et Mortagne seront unies par un merveilleux trait d'union. Et je serai très heureux, amis québécois et de toutes les provinces du Canada, des États-Unis, d'ailleurs dans le monde, de vous inviter aux festivités d'inauguration qui viennent d'être fixées au 30 et 31 juillet 2022, dans un an et demi. J'espère qu'on sera tranquille avec le Covid à ce moment-là. Donc, voici donc la statue reproduite donc, en 2017 pour la ville de Boucherville. La diapositive suivante, Charlotte, présente cette même statue en façade du Parlement donc, à Québec. Alors, j'ajouterai à cette occasion d'autres invitations à votre intention, notamment celle de venir visiter le musée de l'émigration française au Canada de Truro. C'est la diapositive suivante, Charlotte, où le directeur, voilà, qui est à droite, Jonathan Stanik, vous fera l'honneur de vous accueillir et de vous faire visiter ce lieu tout à fait remarquable et exceptionnel.
J'aurais pu aussi vous parler des grands projets que nous développons actuellement avec nos amis de Brouage et de Marennes d'Oléron, de Verneuil et bien sûr de la communauté de communes des Hauts-du-Perche et alentours, afin de mettre en place des circuits découvertes destinés aux descendants des ancêtres du Perche, de Normandie, de Saintonge, qui veulent découvrir la France. Mais le temps, bien sûr, me manque pour aller beaucoup plus loin. Ce pourrait être l'occasion, en tout cas, d'une autre présentation en webinaire. Merci, Denise, pour l'idée. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans citer, en guise de conclusion, l'historien Marcel Trudel, ce fils du Perche, qui invite, outre à ouvrir les livres, mais aussi à venir visiter le vieux pays, comme le fait sur cette photo Denise en 2019 avec nos amis de la Naudière. Il est plus simple, écrit Marcel Trudel, d'aller dans ces patelins de France d'où nos ancêtres sont partis il y a 3 siècles. Leurs frères y ont laissé une descendance parallèle. On est tout amusé d'y retrouver des Trudel, des Fortin, des Tremblay, qui nous ressemblent comme des jumeaux. Le moulin ancien continue de mettre sur le marché le même produit. Quelle phrase merveilleuse. En attendant de venir, si vous cherchez des références pour vos recherches généalogiques, je vous réindique donc, c'est la diapositive suivante, Charlotte, le site perchequebec.com qui est animé par notre spécialiste de généalogie, Jean-François Loiseau. Vous y trouverez donc la liste des émigrants, une liste complète des immigrants. Jean-François s'est consacré à la descendance de ces gens-là et il fournit même à l'occasion des arbres généalogiques qui rappellent les origines percheronnes de nombre de personnalités d'Amérique du Nord. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, voilà, c'est quelques personnalités, mais il y en a d'autres, bien entendu, y compris aux États-Unis. Enfin, je vous dis un mot du site de Perche Canada. Il est totalement repensé, mais il n'est pas encore en ligne. C'est encore l'ancien, qui est un peu faible, me semble-t-il, pour la communication. Donc, on a décidé de le repenser totalement. Alors, je vous mets, pour vous montrer notre volonté de faire nouveau, une saisie écran de la page d'accueil du futur site. Et ça devra être en ligne, j'espère, en fin de semaine. Ce site vous tiendra au courant des dernières nouvelles de la Terre des Ancêtres et où, bien sûr, nous vous attendons tous dès la fin de la pandémie. Sinon, venez les 30 et 31 juillet 2020, date de l'inauguration de la statue de Pierre Boucher à Mortagne. Franchement, on voudrait faire une très belle fête et on compte sur vous. Voilà, merci. C'est terminé pour mon intervention et je suis ouvert à vos questions. Denis, j'ai tenu le temps, me semble-t-il. Hein. Amplement. Vous êtes dans le temps amplement. Me voilà, me voilà. Il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai constaté aussi, il y a beaucoup de gens présents où ils ont justement des ancêtres de la région du Perche, comme tout le monde. Comme moi, j'ai vu Côté. Ma mère, c'est une Côté. Donc, on voit beaucoup de descendants. Ici, les 3 frères et le cousin Gagnon sont-ils partis en 1635 ou en 1640? Il y a des contradictions dans mon document. Alors, c'est une question, si jamais... Il y a plusieurs gagnants. Hein. Il faut vous référer au site de Jean-François Loiseau, perchequebec.com. Vous allez dans la liste des immigrants, qui est une liste alphabétique, qui est très bien faite. Vous cliquez sur les différents noms et vous aurez toutes les précisions. Pour information, les gagnants ont toujours leur site ancestral avec la gagnonnière, où je fais très régulièrement des photos, parce que c'est la maison d'origine de la famille Gagnon, à la limite de la Ventrousse et de Tourouvre. Ouais. Ici, on est quelques Tremblay qui voudront entendre parler de notre ancêtre Pierre Tremblay. On en a parlé tout à l'heure. Attendez, j'ai famille
Gagnon, originaire du Perche et de la ferme Gagnonnière. Oui, bonjour, du Québec. Oui, tout est tout. Très vrai, oui, OK, très vrai. Donc, attendez, il y a des gens qui sont ancêtres dans ma généalogie. Honoré Mercier, c'est ça. Attendez, j'ai vu d'autres questions qui étaient vraiment pertinentes. Attendez, visite du Perche à l'église. Est-ce qu'il y a des Dubé Non. dans le Perche, Joseph Dubé? Il n'y a pas Dubé? Non. OK. Il y a une dame qui dit « Je serai en Bretagne en juin 2021 à 2022. » Wow, un an. Mon ancêtre paternel, Jacques Héricher, est originaire de Louveteaux, en Seine-Maritime, et mon ancêtre maternel, peut-être que c'est pointu comme question, Daniel Rose, est originaire de l'Île-de-France. Je profiterai de mon séjour pour enrichir ma généalogie. Avez-vous quelques conseils à soutenir ma recherche? Je pense qu'avec les liens que M. Ganivet vient de vous donner, vous avez quoi faire pour Vous avez retrouver 324 mots qui informations. sont à votre disposition. Hein. Et il ne faut pas hésiter à écrire à Jean-François Loiseau et à m'écrire moi aussi. On peut apporter des compléments si vous voulez. Hein. Il y a une question aussi qui est assez pertinente. Existe-t-il un contrat écrit entre Robert Giffard et François Pas avec Bélanger? François Bélanger, non. Mais il existe un contrat écrit qui existe dans les minutes du notariat de Mortagne entre les deux principaux acteurs de la première vague qui part avec Robert Giffard, c'est Jean Guyon, ancêtre de Céline Dion. Un Guyon est devenu Guion et Dion chez vous. Donc le patronyme a évolué, mais c'est la même filiation. Et Jean Guyon est un maître maçon, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'une très grande compétence que Robert Giffard embauche avec un autre maître charpentier, Zachary Cloutier. Et là, avec eux, il fait vraiment un contrat, quoi. Et il leur donne je crois que c'est plus de 100 arpents de terre s'ils acceptent de rester, mais à condition, bien sûr, d'avance de construire des maisons. Alors, les maisons ne sont pas des maisons qui sont construites d'abord à Beauport. Ce sont les premières maisons qui sont en gros situées à l'emplacement actuel de la place des Victoires à Québec. C'est là qu'on commence à construire des maisons, parce que dans les maisons existantes, évidemment, en 1634, il n'y a pas de place assez pour héberger tous ceux qui vont arriver. Donc, il faut d'abord construire des maisons sur place, et ce n'est que quelques années après qu'on va commencer vraiment un défrichement et une construction au niveau de la seigneurie de Beauport. Une autre question précise. Pourquoi je ne retrouve aucun acte de baptême de Claude Bouchard, ni son Alors, père et sa je ne me mère? souviens plus. Pour Claude Bouchard, qui est de Saint-Côme-en-Véret, je ne me souviens plus, parce qu'on a un problème en France, c'est que les registres paroissiaux sont très inégaux pour le XVIIe siècle. Vous avez des paroisses, ça commence très tôt, d'autres très tard. Il y a des manques. Et donc, ce n'est pas toujours facile, si vous voulez. Donc, il faudrait reprendre. Et encore une fois, allez voir l'affiche de Claude Bouchard sur le site perchequebec.com. Vous aurez déjà les premières informations. D'accord. Ici, je vois, attendez, okay, c'est un commentaire. Pierre Tremblay et Ozanne Hachon ont eu 12 enfants, 71 petits-enfants et 403 arrière-petits-enfants. Ce qui est curieux avec les Tremblay, c'est que vous savez qu'au milieu du XVIIIe siècle, ce n'est pas la famille la plus présente. Ils sont très présents déjà, mais ils deviennent vraiment extraordinairement présents et ils deviennent vraiment un peuple. C'est un peuple des Tremblay. Dans la deuxième partie donc, du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsque les descendants commencent à s'éparpiller vers le nord, vers le Saguenay, vers Chicoutimi, voilà. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ont un grand espace, alors là qu'ils se développent et qu'ils font beaucoup d'enfants. Les Tremblay, on en trouve. Allez à l'île aux Coudres ou ailleurs, vous allez en trouver des tonnes. Il y en a tellement. D'ailleurs,
On les C'est aime la bien, on les reçoit récemment. Il y a la maison ancestrale donc à randonner. Alors attention, j'ai une chose que je précise, parce que j'ai eu un problème une fois, c'est que ces maisons sont des maisons particulières. Hein. C'était la même chose pour, j'ai écouté ça tout à l'heure pour Belle-Île. Faites attention quand vous allez à la maison de l'ancêtre, prenez vos précautions. Il y a des propriétaires qui sont très accueillants, d'autres qui ne sont pas très, très intéressés par toutes ces histoires-là. Donc, il faut être extrêmement prudent. Alors, imaginez qu'arrivent des centaines et des centaines de tremblés un jour. Il faudrait peut-être avant prendre quelques précautions quand même. Nous, on a eu la chance de voir de loin la gagnonnière parce qu'il y avait justement des gens qui étaient à la maison. Il y avait la maison des Trudel aussi, hein, Oui, oui. on a Alors, la pu. maison Trudel, c'est celle qui est la plus disponible, en quelque sorte. Hein. La petite chevalerie, on peut même y loger. Oui, Voilà. exactement. On peut Pas dans louer l'immédiat parce que les propriétaires, le propriétaire, la propriétaire, l'épouse du propriétaire est décédée, etc. Il y a une transition familiale, mais elle restera extrêmement disponible. Et c'est donc, c'est une belle histoire. Madame Montagne qui a retrouvé le lieu d'où est parti Jean Trudel en 1650, et les propriétaires, Marguerite et Émile Lévesque, ont restauré cette maison. Et en 1977, je crois, le premier à y loger en chambre d'hôte, ça a été l'historien Marcel Trudel, descendant de Jean Trudel. C'est ce que je raconte dans mon livre, Le Grand Retour. Hein. C'était absolument émouvant. J'y étais, moi j'étais jeune à l'époque, évidemment, mais c'était une émotion extraordinaire. Et Marcel Trudel a passé une nuit entière dans la maison de son ancêtre. Croyez-moi qu'au niveau de l'émotion, c'est fort. Quoi. Oui, oui. Et je peux vous l'assurer que quand on fait un voyage vraiment focusé sur la généalogie, avec tous des amoureux de la généalogie pour l'avoir vécu il y a 2 ans, on a vécu tellement d'émotions, même si ce n'était pas mon ancêtre, je veux dire, l'émotion était présente, puis je la vivais autant que celui que c'était son ancêtre. Et on a eu des rires, des fous rires, des pleurs, on a pleuré. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce voyage-là. Et ça a vraiment cimenté le groupe. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et justement, M. Ganivet a été avec nous pendant 3 jours dans le Perche. On a vécu quelque chose d'émouvant, extraordinaire. C'était puissant. Oui, oui, C'était oui. vraiment puissant. Et, Moi je vis une histoire un peu particulière avec mes amis Drouin d'Amérique. Hein, parce que Robert Drouin, leur ancêtre, est parti de mon village, le village où j'habite, le Pin-la-Garenne. Et donc, on a apposé une plaque à l'occasion du 4e centenaire de sa naissance, donc en 1607. Et on a la chance, lui, d'avoir son acte de baptême. Et donc, ces moments-là, ce sont des moments vraiment extraordinaires. Et on a en plus la maison de l'ancêtre, vous voyez, mais qui est une maison particulière. Donc, oui, on peut y aller, mais il faut avant quand même prendre quelques préalables. Mais c'est une très, très belle histoire. oui, oui. Comme tant d'autres. J'en ai d'autres. Oh oui, il y a tellement d'autres anecdotes. Je ne la raconterai pas parce que ce serait trop long, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec les Poitrons. Et ça a été, waouh, ça a été quelque chose vraiment super bien. Je pense que les gens vont vouloir profiter du soleil. Il nous reste quand même quelques Oui, oui, annonces. oui, oui. Et je pense qu'on a passé. Il y a tellement de questions. On ne pourra pas. Par contre, vos questions, on va les envoyer à M. Ganivet qui, lui, pourra les faire suivre à qui de droit à ce moment-là, ou Oui, lui oui, pourra oui, répondre, tout à fait. ou nous, on pourra répondre. Donc, on fera tout ça. D'abord, je veux remercier M. Ganivet parce que je sais que vous aviez beaucoup à dire. Quand je vous ai appelé vous m'avez dit combien de temps j'ai. Au début, j'ai dit 45 minutes. Ils disaient, oh là là, 45 minutes, c'est pas suffisant. J'ai besoin de plus. Donc, je pense qu'il fallait trouver une façon. Puis j'ai vu dans votre tempo, vu que vous aviez beaucoup de choses à dire, je veux dire, vous avez vraiment fait un tempo, mais on vous suivait très bien. Merci beaucoup. J'étais un petit peu essoufflée pour vous, mais ça s'est merveilleusement bien déroulé. Merci encore. Merci pour les quelques photos. Ça nous a bien situé. Bon, Et en passant, je voudrais encore oui, préciser une chose, c'est que là, évidemment, j'ai survolé le sujet hein, à toute vitesse, et donc je l'ai abordé de façon beaucoup oui, plus précise dans mes livres, dans les livres dont vous avez évoqué
tout à l'heure. Et donc, je mettrai la possibilité pour ceux qui le souhaitent, parce que ce n'est pas disponible au Québec, mais ça peut être commandé en France auprès des Amis du Perche qui sont les éditeurs. Hein. Et là, vraiment, j'ai essayé de rassembler le maximum de choses. Alors, vous ne trouverez pas la généalogie individuelle, en quelque sorte, des immigrants. Parce que ça, on a laissé ça à Internet parce que c'est évolutif, si vous voulez. Mais mes deux livres, eux, racontent l'histoire donc de l'immigration et de tout ce qui s'est produit après. Et c'est d'ailleurs dans le deuxième tome que j'apprends le plus de choses aux gens qui ont complètement oublié ce qui s'est passé après le régime français. Exactement. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de votre dévouement puis d'avoir travaillé sur un sujet en peu de temps. Vraiment rassembler toute cette information-là, c'est très apprécié. Merci infiniment d'avoir participé comme je dis souvent, dans ma folie, d'avoir présenté quelque chose d'extraordinaire. Je vais passer à mes petites annonces. Alors, juste vous rappeler que l'Association Québec-France-Lanaudière, le 11 avril prochain à 10h, conférence avec André Carl-Louis Vachon, auteur et conférencier sur l'histoire acadienne. Le 18 avril, on m'a demandé de faire une présentation sur l'Alsace aussi, que je ferai à la même heure, à 10h le matin. Donc, c'est des photos de voyage que je vais vous présenter. C'est plus touristique. Mais j'ai vu que quelqu'un mentionnait que son ancêtre venait de l'Alsace. Je vais voir, si j'ai le temps, je vais essayer de fouiller pour vous rajouter quelques photos et je vais faire une recherche pour vous. N'oubliez pas le 24 mars, la francophonie des Amériques, 24 mars à 18h. Et le 25 mars, le fameux film de Phil Como, on dit le film est un hommage à l'attachement identitaire continu d'un peuple dispersé, mais toujours fier de ses racines. Et quelqu'un me disait l'autre jour, où il y a un Acadien, il y a l'Acadie. Alors, je trouvais que c'était très, très représentatif, c'était bien dit. Il nous reste 2 petits tirages à faire. Là, c'est Monsieur Ganivet, est-ce que vous avez le volume que vous nous avez offert pour le tirage? Les deux. On enverra les deux. Donc, la personne va gagner les 2 volumes, les 2 derniers volumes de M. Ganivet, dont le titre est Les Grands... Alors, le Perche Canada, 4 siècles d'histoire. Le premier volume, c'est Épopée en Nouvelle-France. Et le deuxième volume, c'est Le Grand Retour. Voilà. Donc, on fait un seul tirage parce que c'est la continuité. Oui. Donc, c'est une très belle valeur pour la personne qui va le gagner. Alors, Charlotte va apporter à l'écran le boulier. J'ai rentré dans toute la liste de nos participants est ici et on tire au sort. Oh, Monsieur Bourreau! Alors, le gagnant, c'est Alain Bourreau. C'est pas truqué, hein? Alors, c'est M. Bourreau. L'intervenant de tout à l'heure? Oui, il y avait droit. Oui. Je me ferai un plaisir de lui envoyer. Hein. Je me ferai un plaisir de lui envoyer. Oui, là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié son intervention, en tout cas. Bon, voilà. Et on a un second tirage. Oui. Qui est en fait, c'est le tirage des gens qui se sont abonnés à l'infolette. C'est le fameux beau cahier que j'ai récupéré il y a 2 ans au salon Généalogie à Paris. Donc, je rentre la nouvelle liste. Donc, c'est les gens qui se sont inscrits à l'infolette. Vous pouvez toujours continuer à vous inscrire. On va envoyer comme les rediffusions, les outils qu'on a utilisés. Tout ça va être envoyé par email. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je fais tirer. Alors, une dernière chose avant que vous nous quittiez. J'inviterai Daniel Trudeau.
Le gagnant du tirage au sort est Daniel Trudeau. Donc, M. Trudeau, vous nous envoyez vos coordonnées par courriel et on vous fera parvenir le fameux document. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais, Charlotte va amener à l'écran tous les conférenciers, en fait, qui ont participé à cette aventure. Alors, je veux les remercier un à un parce que je pense qu'on a fait tout le monde ensemble. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Ça a été, tout le monde a participé avec plaisir. Tout le monde a trouvé que je ne leur avais pas laissé assez de temps. Mais bon, on y est arrivé. Bonjour, Monsieur Bourreau. Bonjour et merci beaucoup oui, oui. pour vous allez envoyer votre adresse postale et on va essayer de vous envoyer ça rapidement. Madame Debin qui arrive. Oui. Alors, j'espère que tout le monde est là parce que j'avais dit Bonjour, Michel. vers 15h, Madame Debin, merci d'être là. Merci. Il nous manque, je pense qu'il y avait Marie-Vonne. Je ne sais pas si elle est là. Il y a Jocelyn Dubuc, notre premier conférencier. Jocelyn n'est pas là. Alors, Marion qui arrive. J'avais dit 15h15. On est à 15h12. Marion, elle est là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marion. Alors, il nous manque qui? Il nous manque Marie-Vonne. Je n'ai pas Marie-Vonne ni Jocelyn, ils ne sont pas connectés. Peut-être que... Il y a Jocelyn, il m'avait dit pourtant qu'il serait là. Et moi, j'ai compris. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Oui, je viens seulement de comprendre qu'il n'y avait pas de nouveau lien Zoom et qu'il fallait se mettre sur le lien de Michel. Okay. J'attendais un lien spécial. Donc. Voilà. Bonjour Michel, que je ne connais pas. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance en espérant aller vous voir. J'étais à Archigny l'année dernière, vous voyez, mais j'y suis passé très rapidement pour le temps d'un pique-nique avec mon épouse. Archigny, c'est Michel, moi c'est La Rochelle. Ah oui, d'accord. Mais vous pouvez passer à La Rochelle. Ah oui, j'y suis déjà allé souvent. C'est tout vrai. Je l'ai fait en une journée à partir de La Rochelle, aller vers Archigny. Aller-retour, il faut dire que c'est une grande journée. Mais nous, au Canada, on a l'habitude des distances. Hein, oh, il y a 200 km, même pas. Oui, non, ça, avec le Poitou et Châtellerault, c'est facile. Quoi. Le tout, c'est probablement que les gens avaient... Parce que j'avais dit 15h15 à tout le monde. Oui. Je veux vous remercier. Je m'excuse, je vais chercher mon épouse. Je vais chercher mon épouse qui veut vous saluer. Oui. Charlotte? Oui. Je voulais dire, je pense que j'ai compris hier, c'est que j'ai mon minuscule petit ordinateur de poche qui a une toute petite capacité. Et je pense que Zoom plus le WeTransfer et tout, il a bloqué, il a dit c'est trop pour moi. Il faut pas regarder un film dessus, par exemple. Merci Charlotte, hier, tu m'as sauvée. Ça fait plaisir. On a compris que j'avais un problème d'Internet, je pense. Il y a quand même un petit décalage. Donc, on a vraiment travaillé fort. Oui. C'était vraiment difficile, mais on l'a eu. Puis je pense que les gens ont vraiment aimé. On va lever nos verres aussi. Ouais. Oui, moi j'ai du jus Bonjour, Madame Gabinet, bonjour. Bonjour, Denis. Alors, on a accaparé votre mari aujourd'hui. Il a travaillé fort pour nous. Une belle bouteille. Ah oui. Ah, pas mal le Pinot. Oui. Le Pinot. Alors, santé à tout le monde. Mais vous n'aviez pas dit qu'il fallait aller. Santé. Je vais chercher un verre. Vous n'aviez pas dit ça. Moi, je vais chercher un verre. Je ne savais pas. Je t'orange. Il y a Marie-Vonne qui avait son verre d'eau, mais je ne comprends pas qu'elle n'est pas là parce qu'elle m'avait... Je viens de lui réenvoyer le lien. J'ai renvoyé le lien à Marie-Vonne et à Jocelyn. On va voir s'ils nous retrouvent. Parce que je l'ai retourné cet après-midi avant la conférence de M. Ganivet à tout le monde. Et tout le monde a confirmé qu'il serait là, mais
Ils m'ont demandé quelle heure, j'ai dit 15h15 d'être là. Je voulais juste partager, Denise, un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui d'une madame qui a vraiment apprécié parce que ça lui a permis de voir du monde puis oublier un petit peu le COVID pendant la fin de semaine. Donc, on est vraiment contente d'être rentrée chez les gens puis d'avoir changé un peu l'air COVID. Oui. Ouais. Les commentaires sont. Merci pour ces conférences hyper intéressantes. Merci à tous les trois. Très intéressant. De belles pistes de recherche. Bravo. Ça s'adresse à M. Ganivet. Au plaisir de se revoir lors d'une visite dans le pays de nos ancêtres. Vous êtes tellement intéressants avec toute l'histoire émouvante. Merci beaucoup. Félicitations et merci beaucoup. Après ça, vous devez. Bon, là, il y a des questions, je vais les passer. Là, il y en a qui disent c'est mon ancêtre, j'étais l'ancêtre. Dans la conférence de M. Ganivet, ça a été beaucoup. Les gens arrivaient avec des noms de leur ancêtre. C'était beaucoup, ça a été surtout les Gagnons, les Tremblay, les Côtés. On connaît par cœur. Bon, il y en a eu beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup aussi de Tremblay puis de Gagnon au Québec aussi. Hein? Il y en a peut-être plus au Québec qu'en France. Les Tremblay. Oui, je pense. Hein? Donc, moi, je lance le défi aux gens d'essayer de créer un mouvement d'entraide des deux côtés pour nous aider à retracer nos ancêtres, de créer une espèce de cousinage. Je ne sais pas comment l'adresser. Moi et Charlotte, ce matin, on disait, on va essayer de trouver une façon où on pourrait déposer des choses, des commentaires. Moi, je cherche quelque chose.